D'abord, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce webinaire organisé par le Club Prescrire en partenariat donc avec la société VK. Le webinaire se déroulera en 2 temps. Il y aura un temps de présentation et un temps de questions-réponses. Donc, la présentation sera d'environ 40 minutes et vous aurez un temps de questions-réponses. Je vous invite à poser vos questions via le chat. Vous pouvez d'ores et déjà les poser pendant la présentation, questions auxquelles nous répondrons à la fin de la présentation. Pour le confort de tous, je vous remercie de bien vouloir désactiver vos caméras et vos micros. Dès le début de la présentation, à la fin de la présentation, au moment des questions, vous pourrez bien sûr réactiver les micros et les caméras. Petite précision, si vous pouviez éventuellement vous renommer sur Zoom, parfois vous avez des pseudos. Si vous souhaitez que l'on vous envoie l'attestation de présence, nous avons absolument besoin de pouvoir vous identifier. Donc, je vais laisser donc la parole à Hakim Miyoubi, prescripteur national donc, de la société VK. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Donc, je suis effectivement le responsable de la prescription pour VK. Alors, ce webinaire va se décomposer en 3 parties. Je vais tout d'abord présenter le groupe VK. Je laisserai ensuite la parole à Ludivine Menez, qui est la déléguée technique du UFME, qui vous expliquera comment vous inscrire dans la démarche bas carbone avec la menuiserie PVC. Et enfin, Pascal Anthony, qui est le responsable des ventes de VK Recyclage, témoignera de l'engagement de VK dans l'économie circulaire. Alors, concernant VK, donc, créée en 1969, l'entreprise allemande VK est aujourd'hui leader mondial de la conception et de la fabrication de profilés PVC pour les systèmes de menuiserie. Et VK est engagé depuis bientôt 30 ans dans l'économie circulaire avec le recyclage en boucle fermée des menuiseries PVC en fin de vie et des chutes de production. Le groupe dispose pour cela de ses propres usines de recyclage et il a aussi développé la coextrusion qui permet d'associer la matière recyclée ainsi fabriquée à la matière vierge dans le cycle de fabrication des profilés. Aujourd'hui, le taux moyen de matière recyclée dans nos profilés pour l'ensemble de la gamme que nous commercialisons en France est de 21%, à comparer aux 8% de taux moyen de la profession. Donc, c'est pour vous dire que VK est au-delà des engagements de la profession. Je parle bien de taux moyen, puisque certains de nos profilés contiennent déjà jusqu'à 75% de matière recyclée. Alors, VK est présent en France à travers sa filiale VK SAS, dont le siège et l'usine sont situés à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, depuis 1988. Nos profilés correspondent aux particularités architecturales et aux normes du marché français. Nous sommes présents sur l'ensemble des marchés résidentiels et non résidentiels, en neuf comme en rénovation. Et nous accompagnons, donc nous commercialisons plutôt nos profilés auprès de fabricants français de menuiserie que nous accompagnons par la prescription afin de mieux faire connaître les atouts de la menuiserie PVC et puis pour assurer la promotion des solutions VK. Notre mission claire, unique et différenciante est de créer de meilleurs espaces de vie, tant pour les utilisateurs que pour l'environnement. Alors, je vais maintenant passer la parole à Ludivine Menez de l'UFME. Ludivine, c'est à vous. Allô? Ludivine? Nous avons un souci technique. Ludivine? Un petit instant. Ah, il y a un problème. Demandez la réaction. Attendez. Voilà.
C'est bon, Ludivine? Là, ça devrait être bon. Oui, bon, on m'avait coupé mon micro, je ne pouvais plus parler. D'accord. Bonjour à tous, donc je suis Ludivine Ménez, je suis déléguée technique à l'Union des fabricants de menuiserie. Donc nous représentons des fabricants de fenêtres et portes, tous matériaux dont VK et VK Recyclage sont adhérents. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler du bilan environnemental des fenêtres PVC. Alors quand on parle de bilan environnemental, en fait, on considère les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie. Donc, à partir de l'approvisionnement des matières premières, leur transformation pour fabriquer les produits, les composants, les assembler, leur transport jusqu'au site de construction, leur vie en œuvre, la vie en usage dans le bâtiment et les étapes de fin de vie et l'éventuel recyclage donc pour réintroduire des matières recyclées dans de nouveaux produits. Donc, les impacts sont principalement à l'échelle de la fabrication, où on va incorporer des matières carbonées dans les produits. Ensuite, en vie en œuvre, eh bien, ce sera des impacts positifs puisque les fenêtres sont isolantes thermiquement et apportent aussi des apports solaires gratuits qui vont générer des abaissements des consommations d'énergie de chauffage. Et en fin de vie, ce sera l'exploitation de ces produits, leur démantèlement possible pour valorisation matière ou énergie. Vous voyez à droite le bilan carbone total cycle de vie pour des fenêtres PVC équipées de double vitrage. Et vous voyez que les plus gros postes, les deux principaux, ceux qui constituent à part égale quasiment les trois quarts des impacts d'une fenêtre, ce sont bien la fabrication des profilés PVC et la fabrication des vitrages isolants ici du double vitrage. Donc 75% des émissions de carbone sont imputables à ces deux postes de production et c'est bien sur ces deux facteurs que nous allons tenter d'agir. Donc, quand on regarde plus en détail le poids carbone des fenêtres PVC, vous voyez ici la distinction entre ce qu'on appelle les teintes claires, c'est-à-dire le PVC blanc ou teinté masse, et les teintes foncées, donc plutôt le PVC plaqué ou laqué. Donc, dans les deux cas, pour le PVC teinte claire, on a 80% des émissions carbone qui sont liées aux étapes de production. Et sur ces 80%, la moitié sont liées à la production de profilés PVC. En ce qui concerne les fenêtres plaquées ou laquées, là, le taux est encore plus important, c'est 85% du carbone qui est émis aux étapes de production, dont 62% pour la part de fabrication de profilés PVC. Cette part plus importante est liée bien évidemment à la matière rapportée sous forme de laque ou de film de plaquage. Donc, il est primordial pour abaisser ce taux de jouer sur la contribution du PVC et une manière très vertueuse, c'est de réintroduire de la matière première de recyclage issue de la valorisation des fenêtres en fin de vie et des quelques chutes de production, de transformation qui interviennent au cours de la fabrication des fenêtres. On souligne bien qu'une matière recyclée, RPVC, est 17 fois moins impactante en termes de carbone qu'une matière vierge. Cela vient simplement du fait qu'on n'a pas à régénérer chimiquement cette matière. Elle a déjà eu sa phase de production initiale et on a juste, entre guillemets, à la ramollir, à la remettre en forme pour refabriquer des profilés qui seront ensuite intégrés dans des fenêtres neuves. Alors, actuellement, comme le disait Hakim, le taux moyen de matière recyclée entrant dans les profilés PVC est de 8% à l'échelle nationale. Et tous les fabricants français, qui pour beaucoup sont également présents en Europe, ont un engagement commun à échelle 2025 de passer à 20% de matière recyclée entrante. Donc, pour certains, comme VK, ce taux est déjà atteint, voire dépassé. Pour d'autres, il y a encore un petit peu de travail à faire, mais c'est vraiment un engagement collectif, syndical et une motivation, une mobilisation de la profession tout entière. Alors, comment arrive-t-on à générer de la matière recyclée ? Eh bien, dans une fenêtre PVC, tout se recycle. L'encadrement, bien évidemment, le vitrage, la quincaillerie, les renforts. Donc, il est vraiment important pour avoir un recyclage efficace et le moins impactant possible dans cette phase justement de valorisation, de commencer par démanteler
les produits en fin de vie. Et alors, que représente ce marché? Chaque année en France, on remplace à peu près 8 millions de fenêtres en fin de vie par des fenêtres neuves. Donc, ce 8 millions de fenêtres qui constituent des déchets en puissance, est valorisable. Alors, à ce jour, la part des fenêtres PVC fin de vie est assez faible. Il y a encore une majorité de fenêtres bois. Mais bien évidemment, comme le PVC est apparu en France dans les années 70-80, on commence à déposer des fenêtres PVC fin de vie et cette part va croître dans les années à venir pour être la majorité du volume des fenêtres fin de vie d'ici 20 à 30 ans. Donc, il est très important dès à présent d'adopter de bonnes pratiques de collecte séparée, de démantèlement dédié pour valoriser d'une part le PVC et d'autre part les autres composants tels que le vitrage. À noter que nous sommes tous mobilisés pour favoriser le recyclage en boucle fermée, ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est vraiment conserver cette matière qui a été qualifiée pour la fabrication des profilés, pour la filière des fenêtres profilées, des profilés pour fenêtres PVC. Si on laisse cette matière très noble sortir de notre filière pour aller vers d'autres applications PVC rigides, on ne pourra pas la réintroduire à nouveau sous forme de matière recyclée dans les fenêtres. Et ce sera donc autant de gains de carbone en moins pour les nouveaux produits mis sur le marché. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de recommandations pour favoriser le recyclage en boucle fermée de ces fenêtres et notamment avoir une collecte dédiée, une collecte sélective. Et puisque vous l'avez vu dans le poids carbone de la fenêtre, il y a autant de PVC que de vitrage. Il faut aussi, pour pouvoir recycler le vitrage, en préserver son intégrité jusqu'au site de traitement. Alors, comme je vous le disais, c'est une démarche collective de toute la filière et pas seulement les fabricants de profilés ou les acteurs du recyclage qui sont représentés aujourd'hui. C'est bien les détenteurs de ces déchets qu'il faut sensibiliser, donc les installateurs de menuiserie. Évidemment, leurs fabricants peuvent les sensibiliser et les amener à appliquer des bonnes pratiques de collecte, de tri, de démantèlement. Il faut effectivement sensibiliser aussi les prescripteurs, les donneurs d'ordre. On n'improvise pas un chantier de rénovation ou de déconstruction, de même qu'on ne doit pas improviser un chantier de construction neuve. Donc, c'est en amont qu'il faut travailler pour éduquer et faire passer les bons messages, et en aval pour s'assurer qu'une fois ces produits collectés, ils sont correctement valorisés et qu'on maximise la quantité de matière recyclée, de cette matière secondaire qui pourra revenir dans notre filière en boucle fermée. Donc, à ce titre, nous avons mis en place, il y a un peu moins de 2 ans, une charte, donc à l'initiative de l'UFME, qui est ouverte à tous les acteurs de la filière concernée, adhérents ou non de l'UFME, et qui partage ces bonnes pratiques et qui aussi impose un engagement d'utilisation préférentielle de matières recyclées. C'est-à-dire que lorsqu'un fabricant de profilés, puis un fabricant de fenêtres va passer des contrats, passera commande de ces composants, il va demander à ses fournisseurs qu'ils communiquent et qu'ils s'engagent eux aussi à intégrer le plus possible de matières recyclées entrantes. Donc, il y a des engagements communs à tous les acteurs et puis des engagements plus spécifiques, dont celui pour les profilés fenêtres PVC, de dépasser ce taux de 20% à échéance 2025. Et à ce jour, nous avons 54 signataires de la charte en France qui sont autant de relais et d'ambassadeurs des bonnes pratiques sur le terrain. Donc, que ce soit des fabricants, que ce soit des partenaires de collecte, de démantèlement et de régénération de matières recyclées. L'UFME a également élargi ses compétences et les personnes qui sont dédiées à cette activité. Nous avons recruté fin 2020 2 personnes qui animent sur le terrain ce réseau constitué par les signataires de la charte. Nous avons un espace Internet sur notre site, une rubrique dédiée au développement durable où vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la charte, mais aussi les documentations techniques d'accompagnement, des documentations qui peuvent être téléchargées
utilisé comme support de communication et pédagogique pour que tous les acteurs soient sensibilisés, et à premier lieu, donc ceux qui sont au quotidien en contact et en propre avec ces produits en fin de vie. Donc, dans le cadre de la charte, nous avons mis en place des réunions régulières où sont invités l'ensemble des signataires et pas seulement les adhérents de l'UFME, donc ça à un rythme bimensuel. Et depuis le début de l'année, nous avons démarré une traçabilité à l'aide de formulaires de comptage des quantités de menuiserie collectées par, d'une part, les installateurs qui déposent, qui remplacent des vieilles menuiseries par des nouvelles, et puis leurs partenaires donc, qui collectent et qui démantèlent jusqu'au devenir futur de ces matières recyclées pour s'assurer donc que le taux de matières recyclées réintégrant les fenêtres PVC croît bien en parallèle de cette démarche collective, de cette massification de la collecte. Et très prochainement, nous annoncerons le lancement d'une marque collective qui permettra à ces acteurs engagés vertueusement de se reconnaître et de faire valoir justement le respect des bonnes pratiques. Le développement durable et l'impact environnemental des fenêtres PVC est un axe très fort de leur campagne de communication UFME pour la fenêtre PVC. Et nous avons également sur le terrain des actions auprès des collectivités, des prescripteurs, des donneurs d'ordre pour faire valoir les lettres de noblesse de ces produits et rétablir la justesse des propos qui sont tenus sur le côté tout à fait vertueux d'un point de vue environnemental, énergétique et carbone des fenêtres PVC. Excusez-moi, Ludivine. Oui, je passe la parole à Pascal Anthony. Oui, on a un petit souci avec les micros. Oui, tout à fait. Ça vient de se reconnecter. C'est parfait. C'est bon, on vous entend. Très bien. Bonjour à tous, Pascal Anthony, société VK Recyclage. Au niveau de ma présentation, si vous voulez, je vais vous la soumettre en 3 étapes. La première, ça va être le pourquoi de la création, je dirais, de la société VK Recycling. La deuxième, c'est notre travail sur le terrain au niveau du marché français. Et la dernière étape sera directement de notre présentation au niveau de notre site industriel. Donc, au niveau de la création, pourquoi une société qui est donc producteur de profils en extrusion de fenêtres PVC s'est orientée directement au niveau du recyclage? Très simplement, ça vient, on va dire, d'une émulation de 2 facteurs dans les années 90 où notre direction a pris des mesures pour ne pas être associé à un producteur pollueur. Dans ces années-là, on avait un organisme qui s'appelle la Greenpeace, qui a démontré une image, on va dire, assez néfaste, je dirais, des matières plastiques et par conséquent du PVC sur notre consommation et sur l'environnement des décennies futures. Donc, c'était un point de recherche qui a été entrepris au niveau du groupe VK. Et le deuxième facteur, on va dire, reste sur la recherche d'innovation et de développement industriel pour notre activité, pour toujours trouver des solutions alternatives pour réduire notre consommation de matières PVC vierges pour l'exclusion de profils PVC. Donc, à partir de 1993, VK, en Allemagne, a créé la première usine de recyclage de profils PVC, donc de post-production, et également de fenêtres PVC de post-consommation de dépose chantier. Donc, il s'est vraiment inscrit, je dirais, dans le modèle de l'économie circulaire que nous connaissons aujourd'hui. Très bien, merci. Donc, au niveau de notre groupe, au jour d'aujourd'hui, on compte 3 unités de recyclage en Europe. Nous avons donc une unité de recyclage en Allemagne, une au Royaume-Uni
et une en France. Et nous recyclons chaque année, on est sur une base supérieure à 80 000 tonnes. Donc de déchets PVC, de post-production et de post-consommation. Notre usine en France est basée à Vendeuvre-sur-Barse, à 10 km de Troyes, dans l'Aube. Elle a été créée en 2008 et nous avons donc une capacité de recyclage sur notre site de 25 000 tonnes. Par contre, je tiens quand même à vous signaler, là c'est vraiment le travail, je dirais, de terrain que nous effectuons maintenant depuis 10 ans pour vous faire quand même découvrir la difficulté que nous avons donc à collecter ce déchet de menuiserie PVC des poches chantier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend la consommation, enfin, ce que le marché français peut générer en déchets PVC de dépôt chantier, on l'estime en 2020 sur une base de 50 000 tonnes. D'accord ? Au jour d'aujourd'hui, on ne collecte sur le marché français 12 000 tonnes. Donc, on a, je dirais, un manque, je dirais, de réception d'entrée matière qui ne nous permet pas de pérenniser complètement notre production et on est obligé d'importer des déchets sur une base à peu près entre 8 et 10 000 tonnes chaque année pour pérenniser notre production. La seule différence que l'on peut avoir, si vous voulez, entre le marché français et le marché européen, c'est que nos pays voisins ont un modèle économique, on va dire, complètement différent que de celui que nous avons en France. Alors, complètement différent sur le tri et la valorisation de leurs déchets. Nous, en France, au jour d'aujourd'hui, on est sur un modèle économique qui fait qu'on a beaucoup plus de facilité, je dirais, à acheminer et transférer un déchet au niveau d'un centre de stockage que de réaliser directement un tri et une valorisation au niveau d'un centre de traitement. Donc, au jour d'aujourd'hui, en 2020, notre principal concurrent est le centre d'enfouissement. C'est paradoxal, mais on est dans ce modèle économique. Il est vrai que depuis 2017, on a essayé d'instaurer, je dirais, une dynamique au niveau du marché français en Pascal, est-ce que vous pourriez réactiver votre micro? Je suis navrée. Je ne sais pas s'il nous entend, Ruth. Là, il nous entend. Parfait. Ah, parfait. D'accord, je vous ai entendu. OK. Donc, excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc, ce que je vous spécifiais, si vous voulez, c'est que depuis 2017, nous avons créé un service et solution de collecte sur chantier en partenariat avec plus de 150 professionnels de la collecte, qui nous a permis de démontrer que lorsque l'on était donc présent en amont sur chantier et que l'on arrivait à capter ce gisement, automatiquement, on pouvait faire bénéficier d'un réel gain économique au niveau de tous les acteurs donc sur les marchés de réhabilitation et de démolition par rapport à une évacuation conventionnelle de traitement des déchets en DIB. Et ceci a fonctionné parce qu'on s'aperçoit, je dirais 2 ans après, où on constate vraiment un changement au niveau du modèle économique des professionnels de la collecte qui sont beaucoup plus réceptifs sur le tri et la valorisation. D'autant plus qu'ils se préparent également, suivant les nouvelles, on va dire, directives environnementales qui vont encadrer le projet de la loi de l'économie circulaire, si vous voulez, sur la base où, si toutefois il y a la REP qui sera effective à partir de 2022, démontre que le flux de menuiserie, donc surtout de menuiserie PVC, fait partie de la REP avec une certaine éco-contribution, automatiquement, je dirais, ce déchet-là de menuiserie va devenir interdit en centre d'enfouissement et ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus et favoriser beaucoup plus d'entrée matière au niveau de notre plateforme pour le recyclage de ces déchets-là. Pascal, est-ce que je suis à la bonne page là? On va aller va sur la page du process industriel. Alors, là, c'était la collecte sur chantier. Voilà. Au niveau du process industriel.
Donc, pour vous dire, au niveau de notre site, donc à Vendeuvre-sur-Barse, avec notre capacité de 25 000 tonnes, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on a un site qui est complètement automatisé. Ce qui veut dire, c'est qu'une fois que la réception matière arrive sur notre plateforme, elle va être directement travaillée dans différents modules, donc dans 4 modules. Et à la fin de ce cycle, je dirais de ce process, automatiquement, on va en ressortir une matière secondaire PVC qui va être commercialisée directement au niveau de l'industrie de la plasturgie. Donc, pour vous donner plus ou moins les grosses phases de notre process, on est sur une entrée matière donc au niveau de notre plateforme où on va expertiser directement gérer cette matière-là, de savoir si elle correspond à notre cahier des charges. On va l'enregistrer pour avoir donc une traçabilité de tous les déchets entrant au niveau de notre plateforme et on va automatiquement faire une première opération de traitement et de pré-broyage de cette matière-là. Une fois que l'on a fait ce pré-déchiquetage, automatiquement la matière rentre dans le premier module. Et sur ce premier module, c'est très simple. On va tout faire pour dépolluer au maximum, on va dire à 95%, toute cette entrée matière de déchets PVC que nous avons réceptionnée. Donc, la dépollution consiste en quoi? Eh bien, on va essayer d'extraire tous les métaux qui peuvent être ferreux ou non ferreux, comme l'aluminium. On va extraire du bois qui peut être présent, du film plastique, du carton, quelques fragments d'inertes, etc., pour essayer de conserver tout de même un gisement de PVC que l'on va pouvoir commencer à travailler correctement au niveau de notre process. Donc, une fois que cette matière a été soumise donc, au niveau de notre module 1, on va l'introduire directement dans un silo homogénéisateur qui va nous permettre de calibrer la matière que nous allons travailler directement au niveau de notre module 2. Dans notre module 2, c'est une autre action qui est réalisée. Donc, on va réaliser un broyage et calibrer la matière donc, sous un broyeur sous eau qui fonctionne comme une grande centrifugeuse qui va nous permettre, suivant le calibrage que l'on transmet, de répertorier la masse volumique directement de ces fragments de PVC que nous allons travailler. On va laver, gérer cette matière, on va la sécher, et une fois que ce process est réalisé, il va rentrer dans un cycle fermé de notre module 3, où là, on va travailler directement la matière sous un cycle automatique de tri électrostatique et de tri optique par ultraviolet et infrarouge. Ce qui va nous permettre de pouvoir encore retirer toute la pollution qui peut être encore présente pour en ressortir un broyé donc, de matière PVC blanc et couleur qui va nous permettre de pouvoir maintenant le passer directement au niveau du module 4 où nous allons réaliser directement la granulation de cette matière-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on est donc dans cette phase de notre module 3, nous avons dépollué à 99,5% cette matière-là. Au niveau de notre module 4, donc, qui est directement la granulation de matière, on va filtrer la dernière pollution restante, donc c'est 0,5% de pollution restante, on va la filtrer avec un filtre de 150 microns. Et suivant cette opération-là, ça nous permet de faire valoir une qualité matière vraiment de haute qualité qui est au jour d'aujourd'hui reconnue comme similaire à un compound vierge. Sur cette base-là, si vous voulez, c'est que cette haute qualité de matière nous a permis un point qui a été très important au niveau de la commercialisation actuelle de cette matière-là, c'est que nous avons été certifiés CSTB suivant ce process-là en décembre 2015. Et cette certification CSTB nous a permis de pouvoir commercialiser cette matière, certes à l'industrie de la plasturgie, mais également au niveau de tout produit, tout profil sous avis technique, avec une application donc, en cure de profil que l'on appelle, donc sous un process de co-extrusion, donc où vous avez la couche externe du profil qui est en matière vierge et vous avez tout le cœur du profil qui peut être en matière recyclée.
Pour vous transmettre le taux de valorisation que nous avons donc entre notre déchet entrant et la commercialisation de notre matière, on est sur une base de 84%. Donc, le déchet entrant sur notre site, on ressort donc un taux de valorisation de 84%. Ce taux-là, on met tout en œuvre pour essayer de l'améliorer chaque année, pour essayer d'arriver sur des déchets ultimes vraiment de forte concentration. Si tu peux repasser le slide après. Voilà. Donc, la matière que l'on commercialise au niveau de l'industrie, elle est basée sur, on va dire, 4 gros pôles d'activité. Elle est basée donc au niveau d'industrie d'extrusion de profils de fenêtres, de l'industrie du tube, de l'industrie électrique et de l'industrie de toute décoration de façade qui peuvent être en lame d'accroche au niveau façade ou même directement en terrasse qui peut être en bois composite ou en différents composites. Donc là, c'est vraiment nos 4 lignes industrielles qui, au jour d'aujourd'hui, nous achètent directement notre matière. Sur ce que vous avez transmis, donc Ludivine, oui, c'est exact, c'est que la matière recyclée, au jour d'aujourd'hui, émet 17 fois moins d'émissions de CO2 et également un point très important, consomme 9 fois moins d'énergie pour sa production. Donc, on est vraiment dans le cadre de l'économie circulaire où on essaie d'optimiser le plus possible nos ressources et de limiter le gaspillage, je dirais, également de nos ressources. Et le dernier point que je voulais vous transmettre, c'est que notre présence donc, au niveau français sur le marché des dépôts de menuiserie PVC chantier, on est en avant-gardiste, on va dire, sur la RT 2020, puisque depuis 2015, on délivrait directement des certificats de recyclage qui permettaient donc à notre client de pouvoir le faire valoir sur la traçabilité et l'acheminement des déchets que nous avions collectés sur son chantier et acheminés directement dans une filière de recyclage. Et le dernier slide, c'est très simple, c'est que suivant notre certification CSTB, je dirais tous les déchets donc PVC de l'enveloppe du bâtiment que nous collectons restent strictement que de la menuiserie et de la fermeture PVC. Et dans nos réceptions matières, nous n'acceptons pas, je dirais, toute réception donc de tubes de canalisation ou d'évacuation, de mobilier de jardin, de différents autres éléments ou autres polymères qui est en PVC. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'entre la matière de confection de profils de fenêtre et certaines autres matières que je viens de vous citer, la composition moléculaire est complètement différente. Donc, pour rester dans le cadre, je dirais, de notre certification CB, on ne recycle uniquement que de la menuiserie et de la fermeture PVC. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vais reprendre la parole. Simplement, il faut que je retrouve ma page qui n'est pas au bon endroit. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vais même remettre la caméra, c'est encore mieux. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Ce que je veux vous dire en conclusion, c'est que la menuiserie PVC est donc une solution pérenne et optimale hein, qui associe le confort et la qualité de vie pour les occupants, alors, grâce à la performance thermique, mais aussi à la luminosité, puisque nous travaillons aujourd'hui sur des profilés fins et puis une géométrie qui permettent de maximiser le clair de vitre. La qualité de l'air intérieur, c'est une question importante, hein, puisque la menuiserie PVC permet son renouvellement de façon très facile, hein, le renouvellement par la ventilation naturelle, pardon. Et puis l'esthétique avec une multitude de teintes, que ce soit du plaxage ou du laquage, combiné à différents effets de matière. Alors, nous avons vu que la menuiserie PVC a un impact environnemental limité grâce à
à l'existence d'une filière locale en circuit court, grâce aussi au recyclage en boucle fermée des menuiseries PVC et des chutes de production. Et j'ajouterai aussi grâce aux efforts des industriels pour améliorer l'efficience énergétique de leur process de fabrication. Et cet impact environnemental peut être encore diminué en augmentant le taux de matière recyclée moyen dans nos profilés au-delà des 50% grâce à une massification de la collecte et à un développement du recyclage en boucle fermée, donc du PVC. Et vous avez, vous architectes, un rôle à jouer en la matière puisque vous pouvez, dans les marchés de travaux de réhabilitation, généraliser justement, à travers une clause environnementale, le recyclage des menuiseries PVC. Je vous remercie de votre attention et je rends donc la parole à Ruth. Merci beaucoup, merci à tous pour votre présentation. Donc, nous allons passer au temps des échanges. Alors, nous avons pas mal de questions. Alors, nous avons une question de Pascal Bonafont. Alors, Pascal, est-ce que vous m'entendez? Pascal Bonafont? Bon, je vais poser la question. Alors, excusez-moi, il y a eu un petit… Je suis désolée. Pardon, je suis remontée trop haut. Voilà. Alors, est-il plus économe de recycler un PVC laqué qu'un PVC plaxé? Si Pascal veut bien répondre. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a aucune différence, si vous voulez. La particularité, c'est qu'au niveau de notre process, comme je vous l'ai exprimé, c'est que tous nos fragments donc, de broyés sont automatiquement classifiés par un tri optique. Donc, on va les rechercher de toute façon au niveau de cette matière-là, je dirais, le blanc de la couleur. Donc, que ça soit je dirais, du plaxé ou du laqué, on sera dans la même configuration, si vous voulez, où ça ne nous pose aucun problème. Parfait. Alors, Olivier Grillet. Olivier Grillet, est-ce que vous m'entendez? Bon, je vais poser la question. Alors, donc, question d'Olivier Grillet. Avez-vous un état comparatif avec des menuiseries alu et ou bois? Est-ce que Ludivine veut bien répondre? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Et alors, je ne sais pas si vous voulez comparer en termes de recyclabilité ou d'impact environnemental. Les menuiseries PVC équipées de double vitrage, si vous voulez comparer aujourd'hui à des menuiseries en bois tempéré, en bois européen équipées de même double vitrage, elles ont un impact légèrement supérieur en teint clair et un tout petit peu plus en plaxé ou en laqué. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait Pascal, on manque de matière à recycler. Potentiellement, on pourrait largement dépasser les 20%, on peut dépasser largement même 50% ou 60% de matière recyclée dans les profilés PVC. La limite aujourd'hui, elle est en disponibilité de la matière parce que les fenêtres PVC sont jeunes. C'est les dernières arrivées sur le marché et on ne va pas démonter des fenêtres uniquement pour accroître ce gisement de matière disponible. Donc, il faut être un petit peu patient. Les menuiseries bois, alors certes, c'est un matériau biosourcé, le bois qui est renouvelable et en France, tous les fabricants utilisent des essences issues de forêts gérées durablement, ce qui est très vertueux. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas recycler des profilés de fenêtres PVC, fenêtres bois qui ont subi forcément des traitements pour assurer leur durabilité et puis des finitions. On ne sait pas les recycler à nouveau dans de la matière réutilisable dans les fenêtres. Alors, on peut en
recycler une partie sous forme de particules de bois dans des panneaux, mais bien souvent, au mieux, on fait beaucoup de valorisation énergétique. Et donc, oui, on part de plus bas, mais on n'a pas beaucoup de marge de progression pour le bois. Quant à l'aluminium, le métal a effectivement une valeur économique bien plus élevée que tout le reste. Donc, ce n'est pas un problème de pollution de l'environnement au sens où on retrouve ces déchets dans la nature. Mais ce qu'on espérerait, ce qu'on aimerait bien, c'est améliorer la traçabilité de ces produits en fin de vie. On n'a aucun doute sur le fait que cette matière soit récupérée. Par contre, son devenir et le fait que ça reste dans la filière bâtiment, là, on peut se poser un petit peu plus de questions. Et puis, son devenir pour rester dans la filière fenêtre, encore plus. Et cette étape de traçabilité qui va être inhérente à l'application de la loi AGEC, elle viendra dans quelques temps. Donc, la fenêtre PVC, je dirais qu'elle est encore plus recyclable que la fenêtre bois. Elle est tout autant que la fenêtre aluminium. Et aujourd'hui, son seul frein, c'est qu'elle est toute jeune. Donc, mais dans 10 ans, on tiendra un discours différent sans doute, puisqu'on aura une majorité de fenêtres en fin de vie qui seront en PVC, puisqu'on a basculé en majoritaire PVC autour des années 2000 à peu près. Merci. Alors, nous avons à nouveau une question de Pascal Bonafont. Alors, mon activité est essentiellement en montage. Les PLU précisent que les menuiseries doivent être en bois. Menez-vous des actions pour changer cette tendance? Tout à fait. Et Hakim me rejoindra et je lui passerai la parole également. Au niveau du FME, au niveau collectif et avec nos adhérents, on essaie justement de relayer alors, je vois afficher problème culturel. Oui, problème culturel. Ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui et le côté tout à fait sobre et environmental friendly de la fenêtre PVC, on souhaite que vous le relayez et que vous soyez intimement convaincus à l'issue de ce webinaire que certes, initialement, la toute matière première, elle est peut-être issue d'une ressource fossile, de pétrole, mais on peut très bien générer du polyéthylène à base de biosourcé. Ça, c'est tout à fait faisable. Et puis, ce que l'on veut, c'est, puisqu'on a qualifié de la matière et certifié de la matière une fois pour la rendre compatible avec les exigences de performance et durabilité du bâtiment, eh bien, qu'on la conserve dans cette utilisation et qu'on la recycle. C'est bien le propos. Merci. Alors, une question de Frédéric Charlemagne. Frédéric, vous nous entendez? Je vous entends et vous? Parfaitement. Vous voulez bien poser votre question? Oui, j'en avais plusieurs. Pour la première, c'est jusqu'à quel taux peut-on réintroduire, enfin introduire du PVC recyclé dans des nouvelles fenêtres? Est-ce qu'on peut atteindre 100%? Alors aujourd'hui, il y a une contrainte normative qui impose pour des questions de durabilité aux UV en surface une pellicule de matière vierge, mais à cœur, la matière qui n'est pas exposée aux ultraviolets, à la lumière, elle peut être entièrement en PVC recyclé. Et pour les profilés revêtus, on est justement en train de travailler pour valider qu'on peut très bien avoir un profilé 100% recyclé, plaxé ou laqué, puisque là, il est protégé, entre guillemets, par son film de plaxage ou sa laque. Il aura donc la même durabilité qu'un profilé en matière vierge. Et de toute façon, comme l'a dit Pascal, tout ce qui sort d'une usine de recyclage certifiée, ça a exactement les mêmes performances mécaniques et de durabilité et d'extrudabilité que de la matière vierge. C'est bien la même matière qui est régénérée. On parle de recyclage. En fait, l'action de recyclage, c'est de réintroduire dans des produits neufs, mais le métier de Pascal Anthony de VK Recyclage et de leurs confrères, c'est de la régénération au sens, on restitue de la matière tout à fait. Et en complément, si vous voulez, par rapport à votre question, ce qu'il faut prendre en compte, si vous voulez, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est en fonction, je dirais, des technologies d'exclusion. On est sur des bases de co-extrusion. Certainement que dans 3 ans ou dans 5 ans, on sera sur de la tri-extrusion. Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, la co-extrusion limite donc une couche, je dirais, externe de 8/10. Si on prend
majorité de tous les profils PVC de fenêtres au jour d'aujourd'hui en co-extrusion sont plus sur des couches entre 1,2 et 1,5. Donc, suivant les investissements qui sont réalisés au niveau de chaque producteur de profils de fenêtres, il est vrai que peut-être dans 5 ans, on sera sur des taux d'intégration de matières recyclées beaucoup plus importants. Et suivant la section du profil, on pourra peut-être atteindre, on va dire, 80% de matières recyclées dans un profil. Frédéric, vous aviez d'autres questions? Alors, une qui est directement corrélée, lorsqu'il y aura à nouveau on dépose des fenêtres qui auront été elles-mêmes partiellement recyclées, ce plastique déjà recyclé pourra-t-il être à nouveau régénéré? Régénéré. Alors, Ouais. c'est bien là où vous avez tous les attraits, je dirais, de ce matériau qui est noble. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau du PVC, si vous voulez, de composition donc moléculaire pour de la fenêtre, il est recyclable. On peut le régénérer entre 5 et 7 fois. Si vous prenez la durée de vie d'une menuiserie qui peut être entre 20 ans, 30 ans ou 50 ans, vous voyez que dans 200 ans, on arrivera donc en fin de cycle d'une menuiserie qu'on aura régénérée dans les années 2020. Merci. Pour vous donner votre réponse. Oui, oui, c'est très bien, merci. Et enfin, j'avais une dernière question. Moi, il me semblait que les menuisiers, lorsqu'ils remplaçaient des fenêtres, devaient, quoi qu'il en soit, mener dans des déchetteries spécifiques justement les menuiseries déposées, les menuiseries anciennes, et qu'ils payaient même des taxes. Et ça semble pas être si… Enfin, en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est pas le cas, en fait. Alors, c'est pas le cas, vous allez tout de suite comprendre. C'est que vous savez, il y a certaines normalisations qui ont été réalisées en France concernant l'évacuation des déchets. Donc, si on revient en 2001, voire même en 2016, sur le tri et la valorisation de 5 flux, on y parle de la matière plastique, on y parle du verre, on y parle du bois, on y parle du carton et on y parle des métaux. La menuiserie PVC est constituée de 3 composants: le PVC, le verre et le métal. La particularité, c'est que dans ce décret-là, on mentionne que le tri et la valorisation de ces déchets-là ne doit pas être soumis à un traitement. Donc, au niveau de notre produit menuiserie, malheureusement, il faut qu'on lui réalise un traitement pour séparer tous les composants de la menuiserie. Donc, il y a eu, je dirais, des points qui ont été vraiment énumérés au niveau de la profession. Et comme il y a cette action de traitement à réaliser, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité d'acheminer et de transférer directement ce produit menuiserie, je dirais, en centre de stockage, que qu'il soit réacheminé au niveau d'une filière de recyclage. Merci. Juste en complément de ce que vient de dire Pascal, la loi AGEC, donc, qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2022, elle a pour objectif de collecter tous les déchets et de les valoriser au mieux. Mais l'objectif premier du réglementaire, c'est la résorption des dépôts sauvages. Où il y a peu de fenêtres, disons-le. Donc, nous, notre travail, notre mobilisation aujourd'hui, c'est oui, de collecter ces produits fin de vie qui, lorsqu'ils sont déposés par des professionnels, comme vous le disiez, sont généralement confiés à des professionnels et n'atterrissent pas dans la nature. Mais par contre, pour que la valorisation se fasse correctement et le plus vertueusement possible, il faut quelques précautions. Et les étapes de démantèlement et d'acheminement des matières vers leur site de régénération, ça passe par là. Voilà. Alors, nous avons une question de Nathalie Larche. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, je vous entends. Alors, vous posez votre question, voilà. Merci. Attendez, il faut que je la retrouve. Oui. Bah, je peux. En fait, oui, quand on commence à travailler en bâtiment public ou privé, d'ailleurs, le BIPOS ou le passif, voire la RE 2020 qui va nous exiger en tant qu'architecte de plus en plus de matériaux d'origine biosourcée, donc vous parliez du bois tout à l'heure,
Avez-vous envisagé, comme l'alu l'a fait un peu, et on voit de plus en plus de fenêtres en alu bois, qui n'existaient pas il y a une quinzaine d'années ou très peu. Avez-vous une démarche dans ce sens pour faire un produit mixte qui peut aussi avoir le bois ayant, comme le disait un des confrères sans doute, en montagne, peut avoir un côté agréable aussi dans sa maison par rapport à un PVC qui est blanc, voilà, le bois, le côté, voilà. Avez-vous une démarche mixte PVC bois? Il y a des démarches mixtes. Alors, PVC bois, non. PVC alu, plutôt. Et puis, le PVC, il peut être tout sauf blanc, comme le présentait brièvement Hakim. Bah, Je pense que vous l'avez développé. Il y a toutes sortes de finitions et du plaquage bois sur du PVC, ça se fait, oui. D'accord. Dans le même temps, il y avait une autre question d'un participant qui parlait de l'acoustique. Alors, faut savoir qu'effectivement, bon, je ne vais pas répondre à votre place, mais les problèmes qu'on a de tout châssis, d'ailleurs, je dirais, les problèmes qu'on a de tout châssis sont aussi d'avoir une bonne pose. Alors là, on ne va pas remettre en cause. Et une bonne pose et des bons poseurs, il faut des joints maintenant, il faut valider ça parce que l'acoustique, ce n'est pas que la fenêtre ou le matériau qui peut être très bien, qui est un PV, mais après, si la pose avec du vide entre le béton, ça, c'est fondamental. Et dans le privé, je pense qu'il y a pas mal de poses qui ne sont peut-être pas au top quoi, par rapport à d'autres. Voilà. Alors, il y a des règles de l'art qui, effectivement… Voilà, des règles de l'art qui sont pas respectées pour aller vite. Voilà, bah oui, après… L'autre point, l'autre question, et j'en finirai pour ne pas prendre la parole évidemment tout le temps, c'est la question de la pose de tout produit d'ailleurs, hein, je dirais, même le coulé du béton, avec ces fameuses mousses de polyuréthane qui sèchent avec le temps. Et en tant qu'architecte plutôt de bâtiment public, mais ayant fait un peu de privé quand même, et je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de pauses ou de changements de fenêtres, même avec du bois, hein, bois alu, où tout le monde veut faire son joint en mousse de polyuréthane, qui est super génial hein, pour boucher les trous. Et nous, on l'interdit depuis une bonne quinzaine d'années, voire 20 ans. C'est notre protocole de gestion de chantier et de charte verte, parce que cette mousse, elle colle à tout le matériau, hein, béton, bois. Et vous, dans le cadre de ces fenêtres qui ont, je pense, beaucoup été posées aussi avec ces joints de calfeutrement pour faire le moins de dégâts et éviter l'intervention d'un plâtrier, tout ça, chez les privés et les publics, comment vous avez, je ne sais pas, peut-être le recul, parce que cette mousse, on sait qu'elle est toxique, elle est compliquée, elle sèche. Après, ça devient des tout petits trucs, mais il en reste tout le temps. Alors, je vais vous confirmer que c'est absolument proscrit, c'est contraire aux règles de l'art et c'est absolument pas quelque chose qui est cautionné et couvert d'un point de vue assurantiel. D'un point de vue assurantiel, c'est absolument pas couvert, c'est hors DTU, hors règles de l'art. La mousse polyuréthane expansive qui durcit n'est pas un produit de calfeutrement et ça ne l'a jamais été. Donc, effectivement, ça fait un certain nombre d'années qu'on se bat à l'UFME et avec le syndicat des joints également pour dire que le calfeutrement, il n'est pas réalisé par ces produits-là, soit par un joint extrudé qui garde une certaine résilience et qui va bien pouvoir justement servir à la fois de joint de dilatation et de calfeutrement d'étanchéité à l'air et à l'eau, soit avec des mousses précomprimées qui sont des produits qu'on va rapporter entre la menuiserie et le gros œuvre, mais certainement pas à la mousse polyuréthane. Alors après, certes, ces produits sont nocifs, tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui va empêcher le recyclage des menuiseries. Lorsque le poseur, l'installateur vient déposer les fenêtres en fin de vie, même s'il y a un bout de mousse expansive collé à la menuiserie, ça ne va pas empêcher leur recyclage. Alors, nous avons… Merci. Ah, pardon. Nous avons une question de Thomas Fernandez. Est-ce que Thomas Fernandez m'entend? Bon. Donc, je pose la question. Quelle est la durée de vie estimée d'une menuiserie PVC? Alors, la convention dit que pour toute menuiserie, quelle qu'elle soit, c'est 30 ans. Mais le point limitant, ce n'est pas le PVC, ni le bois, ni l'alu, ni quelque encadrement que ce soit. C'est la durabilité des performances du vitrage isolant.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne met sur le marché que des fenêtres équipées de vitrages isolants, double ou triple, qui sont donc un assemblage de 2 feuilles de verre ou 3 avec donc un gaz inerte et un scellement. Et on ne peut pas engager la durabilité de ce scellement et donc les performances de ce produit au-delà de 30 ans. Donc, le PVC, lui, il va durer bien plus longtemps. Donc, au bout de 30 ans, on pourrait certes se dire on remplace le vitrage, mais c'est une tâche qui va consommer de l'énergie, du carbone, etc. Donc, aujourd'hui, on s'engage que pour une durée de vie conventionnelle de 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'à 31 ans, 32 ans, la fenêtre n'a plus aucune performance, mais il y a une certaine décroissance dans le temps, en tout cas des performances d'isolation. Et donc, je dirais statistiquement, mais ça, c'est pour tout matériau et pas que le PVC, c'est 30 ans. Merci. Et c'est sur cette durée que sont basées les analyses de cycle de vie et le calcul des impacts. Merci. Nous avons une question de Christian Hannequin. Est-ce que Christian, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais donc ma question c'était de savoir si un PVC recyclé était à nouveau recyclable et donc on a évoqué ce point-là. Donc voilà, j'ai eu ma réponse. Une question. J'ai eu ma réponse. Bravo. Voilà, merci. Merci. Oui. En vous communiquant, si vous voulez, suivant notre expertise au niveau de la durée de vie de la menuiserie à PVC, suivant la collecte que l'on réalise au jour d'aujourd'hui sur le marché français, on est sur une base à peu près sur les marchés publics. La menuiserie PVC a une durée de vie entre de 25 ans. Et au niveau du marché particulier, on est sur une durée de vie de 50 ans. Merci. Nous avons une question de Pascal Bonafont. Mais Pascal n'a pas réactivé son micro. Peut-on préciser dans un CCTP que toutes les menuiseries sont d'origine PVC recyclée? Intervenir sur cette question, oui, on peut effectivement, on peut le faire. D'accord. Alors, nous avons une question de Joachim Buffo. Joachim, m'entendez-vous? Bon, Joachim, je pose la question à votre place. Travaillez-vous à créer des FDES de menuiserie PVC recyclés pour valoriser leur impact carbone réduit au sein des labels carbone? Alors, les FDES collectives mises à disposition des fabricants en France intègrent une part de matière recyclée. Donc, comme on vous le disait au début, aujourd'hui, alors elles commencent à dater, on va les renouveler l'année prochaine, mais elles ont été élaborées en 2017. Et à l'époque, on a revendiqué 8% de matière recyclée en moyenne, sachant que c'est du collectif et qu'il faut bien s'assurer qu'on couvre toute la population des fabricants. Dans les prochaines FDES, on entend bien pouvoir rehausser ce taux et l'enquête, la collecte de données sera lancée l'année prochaine. Et puis après, il peut y avoir des démarches individuelles. Le fabricant qui a un certificat de son extrudeur gamiste de profilé PVC qui lui atteste qu'en moyenne, les profilés sont au moins à 21%, eh bien, il peut très bien le valoriser dans une FDES individuelle ou individualisée relative à sa propre fabrication. Et puis, celui qui va au-delà, s'il a les moyens de le prouver, rien n'empêche, effectivement. Mais tout ça doit être étayé avec un suivi, une traçabilité et des preuves qu'on a bien ce pourcentage de matière recyclée entrant dans les produits. Voilà. Donc, tout est possible, effectivement. L'essentiel, c'est d'avoir les justificatifs et d'avoir une constance aussi de ce taux. Alors, nous avons toujours une question de Joachim Buffo. L'objectif affiché à 2025 est de 20% de PVC. Avez-vous un objectif plus exigeant à plus long terme? Alors, chez VECA, effectivement, nous avons déjà un objectif plus ambitieux que les 20% d'ici 2025. Et alors cet objectif de 20%, il est fixé au niveau européen parce que les acteurs d'extrusion sont en général présents sur un certain nombre de pays. Et donc oui, il sera révisé et je ne connais pas encore l'objectif à 2030 ou 2035. Vous voyez aussi qu'on a des politiques nationales et européennes en faveur de l'économie circulaire et du recyclage. Donc ce taux ne va pas stagner à 20%, bien au contraire.
Après, la limite aujourd'hui, elle est dans la disponibilité de la matière. On va avoir plus de disponibilité d'ici 5-10 ans. Aujourd'hui, on ne pourrait pas prétendre avoir 80-90%, tout bonnement, parce qu'il n'y a pas assez de fenêtres PVC fin de vie pour réintroduire cette matière recyclée, et que la matière recyclée ne peut venir que du profilé de fenêtre et pas d'une autre application. Nous avons une question de Jean-François Blanchet. Jean-François, Oui, bonjour. bonjour. Je vous laisse poser votre question. Oui, j'imagine que VK ne recycle pas que des profilés VK. La question plus précise, c'était est-ce que les compounds originels sont de composition suffisamment proche pour que ça ne pose pas de problème de recycler toutes marques confondues? Je vais répondre à votre question. Vous savez, depuis 1900, on va dire, la deuxième partie de la décennie 90, il y a eu une régulation et une norme au niveau de la composition moléculaire de la polychlorure de vinyle concernant les profils de fenêtres PVC. Aujourd'hui, chacun des extrudeurs Gamis a sa propre recette, mais c'est vrai que c'est des recettes, on va dire, qui sont pratiquement sur des bases identiques au niveau de la formulation. Il va y avoir des modifications, je dirais, de taux d'intégration, soit d'additifs, soit de lubrifiants, soit de stabilisants, mais on est pratiquement sur des bases similaires au niveau de cette polychlorure de vinyle qui est normalisée en termes sur l'échelle européenne. Bien, merci. Si vous me parliez de les États-Unis ou vous me parliez d'autres pays, il est vrai qu'ils ont des compositions moléculaires complètement différentes que celles qui sont employées au niveau du marché européen. D'accord. Alors, nous avons une question de Patrick Fins. Patrick, est-ce que vous nous entendez? Excusez-moi. Oui, je vous entends. Voilà, je vous laisse poser votre question. C'était laquelle? Ah bon, alors, à vous entendre, le PVC serait-il la matière idéale? Oui, bah, c'est un petit peu l'impression que j'ai à écouter les interlocuteurs, surtout par rapport au bois. Moi, je dirais que je suis un gros utilisateur de menuiserie bois, parce que je construis en bois en partie, et assez convaincu de son intérêt. Maintenant, le PVC, il existe, mais il fait partie d'un ensemble de matériaux, et il ne faudrait pas l'exclure non plus. Et j'ai toujours du mal à comprendre le fait que le PVC pourrait être aussi bien, voire mieux au niveau recyclage. Peut-être en tant que recyclage, oui, mais en termes de bilan complet, on a quand même du bois qui pousse à côté de chez nous. On passe chez le menuisier, il arrive sur le chantier. Ce n'est pas des quantités de bois énormes, et le recyclage, à mon avis, n'est pas vraiment un problème, alors que le PVC, lui, de par sa matière, demande beaucoup plus d'énergie grise, à mon avis, pour le fabriquer. Alors, je vais répondre si vous le voulez bien. Le bois qui pousse à côté de chez vous, malheureusement, il n'atterrit pas dans nos fenêtres. Il atterrit peut-être dans d'autres applications bâtiments, peut-être plus pour du bois de charpente, du bois de structure. Il y a très peu de bois qualifié en quantité. Il y en a, certes, mais peu. Pour répondre au marché de 10 millions de fenêtres neuves, nouvelles fenêtres pour les constructions ou la rénovation par an, parce que les menuiseries sont un élément de l'enveloppe, donc sont exposées aux intempéries, aux agressions climatiques. Et donc, le bois, il doit avoir une classe d'emploi de niveau 3. Et il y a très peu de ressources aujourd'hui disponibles en quantité suffisante. Pour atteindre cette classe d'emploi 3, alors il y a du bois naturel, naturellement durable, les essences telles que le chêne par exemple, mais encore une fois, il n'y a pas énormément de forêts chênes en France, peut-être plus en Europe de l'Est, il faut le faire venir. Il y a eu beaucoup d'approvisionnement en Europe, un peu plus au nord et à l'est, Scandinavie, mais en ce moment, il y a un problème d'approvisionnement parce que le marché américain est en train
de phagocyter toute cette ressource, étant donné qu'ils ont quelques petits soucis avec leurs copains canadiens. Il y a du bois aussi qui part en Asie. Puis après, il y a les bois exotiques. Alors, moi, je ne suis pas une amie que du PVC ou que du bois. Hein. L'UFME, on défend la fenêtre de qualité, quelle qu'elle soit. Mais effectivement, il y a des éléments scientifiques qu'il faut mettre en avant. Quand vous regardez le bilan total cycle de vie, c'est normé, c'est standardisé, tout le monde est à la même enseigne. Une fenêtre en bois tempéré, aujourd'hui, elle va se situer à une soixantaine de kilos de CO2 par mètre carré. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? Comment? Vous pourriez couper vos micros. D'accord. Votre micro, merci. Donc, je disais là, effectivement, quand vous regardez que le poids carbone, le bilan carbone, c'est-à-dire l'impact au réchauffement climatique, ce qui est juste la première ligne d'une FDES, soit dit en passant, parce que derrière, il y en a 12 autres, celle qui est la mieux placée aujourd'hui, c'est la fenêtre en bois tempéré. Parce que matériaux biosourcés et issus de forêt gérée durablement. Quand vous regardez sa partie en œuvre et les consommations d'énergie du bâtiment équipé de menuiseries isolantes, la fenêtre PVC, elle a quand même de meilleures performances d'isolation thermique que la fenêtre bois. Parce que la fenêtre PVC, quand vous regardez un profilé, il est extrudé, il emprisonne beaucoup plus d'air isolant que du bois massif. Donc là, la fenêtre PVC, elle va être un petit peu meilleure. Et puis en fin de vie, vous dites que ce n'est pas de très grande quantité les menuiseries bois. Oui, effectivement, ce n'est pas d'énormes tonnages. Peut-être que s'il y en avait beaucoup, beaucoup plus, il y aurait des acteurs plus motivés pour valoriser ce matériau. Aujourd'hui, la plupart des fenêtres en bois, parce que le bois a été traité à un moment et que c'est donc du bois qu'on dit B, il atterrit en enfouissement. En plus, donc soit les structures ne sont pas adaptées au traitement de ces bois traités et ne veulent pas se de mettre en place des techniques particulières, donc ça part sous terre, ou alors, au mieux, ça va être valorisé énergétiquement et c'est peut-être très bien aussi parce que c'est une matière, un comburant renouvelable et puis ça peut servir d'additif à d'autres matériaux de construction comme les ciments et les bétons. Mais ça passe par une étape de consommation d'énergie aussi. Donc, le bilan carbone de la phase de valorisation du bois, aujourd'hui, il n'est pas meilleur que le bilan carbone de la régénération du PVC qui ne comprend pas d'étape de réchauffement à très haute température. Ce n'est pas la calcination, hein, comme l'expliquait Pascal tout à l'heure. On broie et on régénère des granulés qui ensuite vont repartir dans une filière. Et le bilan, vous regardez, c'est celui qui est dans la FDES. Et aujourd'hui, il y a peut-être 10-15 kilos de CO2 parce qu'on n'a que 8% de matière recyclée entrante. Mais vous avez déjà certains fabricants qui revendiquent un taux bien plus élevé de matière recyclée et qui sont passés en dessous du taux de carbone de la fenêtre bois. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, les deux matériaux seront à égalité, je dirais, en termes de simple bilan en carbone, avec ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la facilité d'utilisation, la multitude d'applications possibles pour la fenêtre PVC avec son infinité de déclinaisons de finition. Et puis, aujourd'hui en tout cas, une moindre contrainte pour l'utilisateur dont la finition est stable et durable pendant toute la durée de vie du produit, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore des menuiseries bois. Patrick? Oui, j'entends vos arguments, mais je veux dire, on ne peut pas non plus mettre le PVC sur un plan qui serait supérieur à un autre matériau, surtout quand on parlait tout à l'heure aussi de l'autoriser dans les PLU. Je dirais qu'il y a des endroits, heureusement, qu'on ne l'autorise pas, notamment en zone patrimoniale, où on a beaucoup de mal à se retrouver. Et heureusement, les ABF sont là à y veiller, à retrouver des fenêtres PVC dans une maison à colombage, par exemple. Mais après, ce n'est pas la fenêtre PVC qui vous poserait problème, c'est son aspect.
Mais aujourd'hui, je peux vous montrer des réalisations avec… parce que vous avez l'impression que la fenêtre PVC, elle a une apparence plastique. Vous pouvez avoir des finitions avec du plaxage ou du plaquage bois, du vrai matériau bois. Et je vous mets au défi à 2 mètres ou même à 50 cm de faire la différence entre une fenêtre cintrée. Alors, c'est effectivement celle qui est à l'écran en ce moment. Elle est bien carrée, elle est très, très moderne et elle ne va pas du tout avec la maison à colombage. Mais on peut faire toute géométrie possible avec n'importe quelle largeur de profilé. Si vous voulez du vitrage étiré issu des verreries de Saint-Just, c'est aussi possible. Ce n'est pas le matériau qui doit être bridé dans un PLU, c'est plus effectivement le respect de l'harmonie et de l'homogénéité architecturale, la compatibilité des matériaux, et ça, elle est encadrée par les règles de l'art. Vous pouvez très bien poser une fenêtre PVC, une fenêtre bois, acier, ce que vous voulez, sur n'importe quel support, c'est encadré. On ne fait pas n'importe quoi. Et une très belle fenêtre bois qui n'a pas été dimensionnée comme il faut, qui n'a pas la bonne finition ou le traitement de préservation et qui est posée n'importe comment, elle fera plus de mal au bâtiment historique qu'une fenêtre PVC qui est encadrée par un DTA, qui est fabriqué sur un site de fabrication certifié et qui est posé par un installateur certifié. Ouais, enfin, faire de la menuiserie PVC pour la plaquer en bois, on marche sur la tête, quoi. Alors, où on fait du bois, on fait du PVC. Si on parle d'entretien et qu'on va la plaquer en bois, je ne vois plus où est l'avantage de l'entretien. C'est un peu aberrant. Je suis d'accord avec vous. Bon, vous vendez bien vos produits, mais j'en suis pas toujours pas persuadé. Non, mais à ce moment-là, effectivement, autant prendre un plaxage de qualité qui, effectivement, sera un trompe-l'œil, mais alors ça, c'est atroce. ça, c'est la bagarre qu'on fait. Il y a juste que la quasi-totalité des menuiseries bois qui sont installées en France comme en Europe sont peintes. Aujourd'hui, ce n'est pas du bois à apparence bois, souvent, elles sont peintes en blanc. Donc, bon, après, ça se discute. Mais il y en a pour tout le monde. Donc, c'est pas, je dirais que c'est que chacun choisisse son matériel de cœur, peut-être, mais quand même avec des arguments techniques et de performance et des comparaisons vraies. Oui, mais ce qui veut dire, il faut juste remettre les choses en place, c'est qu'il y a des menuiseries en métal, il y a des menuiseries en PVC, des menuiseries en bois, et tout ont leur utilité, il faut les utiliser à bon escient. Voilà. Tout à fait. Un petit peu comme ça que je le résumerai, mais pas, voilà, forcément qu'il n'y a pas la solution à tout. Mais on est bien d'accord. Chaque menuiserie a son marché. C'est ça. Alors, nous avons une question de Fanny Martin que je vais poser donc à sa place. Pour se rendre compte si le PVC est un des matériaux les plus écologiques, auriez-vous un comparatif avec d'autres matériaux? Alors, je viens de le faire, en fait. Vous avez à la louche, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais on l'a affiché tout à l'heure. Une menuiserie bois européen, elle va se situer autour d'une soixantaine de kilos de CO2 par mètre carré. Si on regarde que le carbone, hein. Une menuiserie PVC clair, elle va se situer à un peu moins à 75. Une menuiserie PVC plaxée, elle va passer au-dessus de 80. Le bois exotique au-dessus et puis l'aluminium encore un petit peu plus au-dessus. Voilà. Et ça, c'est que l'aspect réchauffement climatique qui est une ligne sur les impacts environnementaux de ces produits. Alors, Fanny Martin posait une question, mais vous avez peut-être… pourquoi ne pas évoquer le réemploi si la durée de vie est supérieure à 30 ans, qui est moins impactant que le recyclage? Le réemploi, au sens normatif du terme, c'est réemployer dans le même usage. Aujourd'hui, réemployer une fenêtre fin de vie dans son même usage, sans rien y toucher, non, puisque si elle est en fin de vie, c'est qu'elle a plus les performances. Après, on pourrait imaginer de la remettre en état, c'est-à-dire de changer le vitrage, de changer les garnitures, etc. Si ce n'est que pour la construction neuve, toutes les menuiseries sont faites à dimension. Donc, à moins de construire un bâtiment autour des fenêtres, pourquoi pas, mais c'est un petit peu le casse-tête, c'est compliqué. Dans le cadre d'une rénovation avec des baies existantes, oui, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, ce n'est pas du réemploi, c'est de la rénovation de produits qui passe par des étapes effectivement de changement de composants, de requalification, d'évaluation des performances. Et ça a un coût économique et écologique.
on va quand même consommer du carbone pour attester des performances résiduelles des produits, les remettre en état, avec le risque de dégradation en plus en cours de stockage, de phase de stockage. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais la fenêtre, ce n'est pas par là qu'on va commencer, je pense, dans la menuiserie. J'en discutais hier avec un booster du réemploi. Autant la porte intérieure, il y a déjà un petit peu moins de critères de qualification et c'est plus accessible. La fenêtre, parce qu'elle fait le clos et le couvert et qu'il faut engager quand même les performances dans le bâtiment futur dans la durée. Aujourd'hui, on n'a pas de solution clé en main qui marche à tous les coups. Et puis, c'est au cas par cas. On va regarder la quantité de menuiserie sur un lot. Est-ce qu'on peut faire un prélèvement statistique pour évaluer les performances résiduelles? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en œuvre et à dépenser en argent, en énergie et en carbone pour régénérer? Et le simple critère de réutiliser des matériaux qui ont déjà vécu n'est pas suffisant pour justifier systématiquement le réemploi. Donc, on y travaille, on essaie aussi d'apporter des éléments factuels et des éléments de méthode pour accompagner les acteurs du réemploi. Ça prend du temps à mettre en œuvre, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, est aussi inscrit dans la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. Merci. Nous avons une question. Donc, quels sont, Pascal Bonnafont, quels sont les principaux pays utilisateurs de menuiserie PVC? Alors, je ne sais pas si Hakim veut intervenir. Je vous laisse intervenir, Ludivine. Je dirais beaucoup l'Allemagne. Enfin, l'Europe, le PVC est très bien représenté partout en Europe. Je pense que la France et l'Allemagne sont très bien placées, mais aussi en Europe du Sud, en Europe du Nord. Je ne connais pas les chiffres marchés par cœur. Je dirais l'Europe de l'Est, évidemment, la Pologne. J'ai en tête que la Pologne utilise grandement du PVC. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Je peux peut-être apporter un complément, si vous voulez. Au niveau marché européen, sur le marché français, on est sur une base de 6 millions de menuiseries PVC fabriquées chaque année. On est le premier pays européen, aujourd'hui, au niveau du volume. L'Allemagne est juste derrière nous. Nous avons, après l'Angleterre, les pays nordiques et tous les pays du Sud. Aujourd'hui, la menuiserie PVC commence à prendre un développement. Mais il reste sur des bases qui sont inférieures à 2 millions de menuiseries fabriquées chaque année dans ces pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou le Portugal. Merci. Maintenant, il y a un point que je tiens à vous spécifier sur un point. Quand je mentionne les pays nordiques, au jour d'aujourd'hui, je dirais que ce soit la Finlande, Suède, Norvège, voire même le Danemark, vous n'avez pas une seule menuiserie PVC qui se commercialise sans qu'il y ait un taux d'intégration de matières recyclées qui soit officiel. Donc, une menuiserie PVC réalisée en extrusion à 100% en compound vierge est interdite au niveau de ces 4 pays. Donc, à notre niveau encore, au niveau Europe, on va dire sud de l'Europe, je pense que dans quelques décennies, on va être dans la même configuration que l'on peut retrouver au niveau de ces pays nordiques. Merci. Nous avons une question de Philippe Gressier. Philippe, est-ce que vous m'entendez? Enfin, ce n'est pas vraiment une question. Philippe? Bon, alors je vais la lire. Donc, ce n'est pas une question, mais une remarque. Je ne pense pas que les fenêtres en bois soient recyclables en nouvelles fenêtres bois. Le bois est recyclable dans des applications à moindre valeur ajoutée, mais la fenêtre bois n'est pas circulaire, contrairement à la fenêtre PVC. C'est tout à fait exact. La valorisation matière des fenêtres bois, comme je vous le disais, on a possibilité d'en réintégrer une partie dans des panneaux de particules avec une industrie qui est quand même très regardante sur le cahier des charges. On a quelques applications de niche pour réutiliser du vieux chêne
en refaire en le décapant et en le réintégrant dans du mobilier, des profilés donc, de fenêtres en bois peint pour du mobilier design, mais c'est très, très, très confidentiel. Et aujourd'hui, on récupère quand même 4 à 5 millions de fenêtres bois à fin de vie. Donc, il faut bien, même si c'est des profilés plus étroits que ce qu'on met aujourd'hui sur le marché avec des fenêtres isolantes, il faut bien faire quelque chose de cette matière. Donc, c'est aujourd'hui encore soit de l'enfouissement, soit de la valorisation énergétique. Et dans la valorisation énergétique, on peut y voir quand même une certaine noblesse, puisqu'on épargne de la consommation de énergie fossile, et puis on peut réutiliser les résidus, donc les cendres de combustion comme charge dans des ciments, par exemple. Donc, nous avons une question. Alors, est-ce que le RPVC est rentable aujourd'hui? Alors, la matière recyclée PVC, le MPR PVC, est tout à fait rentable au jour d'aujourd'hui. La particularité, si vous voulez, c'est qu'on est enfin reconnu que, je dirais, que ce soit VK, recyclage ou toute notre profession donc de régénération matière PVC, on réalise une matière de haute qualité. C'est surtout ça qui est très important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est reconnu pour avoir une matière qui est similaire à un compound vierge. Il y a quelques années en arrière, c'est qu'on considérait la matière recyclée comme une matière, on va dire, pas une matière secondaire, mais comme une matière, on va dire, recyclée. Et au fur et à mesure, je dirais, des années, le développement qu'il y a eu au niveau du marché du recyclage, des investissements réalisés, au jour d'aujourd'hui, on annonce donc que l'on a une matière qui est similaire à un compound vierge, et cette matière est commercialisée, on va dire, sur des mêmes bases tarifaires qu'un compound vierge. Donc oui, c'est rentable. Ah, bonjour, c'est Romain Sauvel. J'avais posé la question, en fait, c'était par rapport aux hausses exponentielles là, qu'on connaît sur les matières premières en ce moment. Et c'était pour savoir si justement le RPVC allait devenir une évidence, en fait, d'un point de vue économique. Ça peut être vraiment la matière, la ressource alternative au niveau des possibles pénuries que l'on pourrait avoir sur les matières d'éthylène, enfin surtout la matière d'éthylène, j'irai à l'avenir. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Il ne manquera qu'à accélérer l'approvisionnement. Oui. Ok, merci. Et nous avons une question. Pour les monuments historiques, pensez-vous pouvoir concevoir des menuiseries moutons et gueules de loup? C'est tout à fait possible, oui, oui. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. De l'extrusion de ces profilés, c'est faisable techniquement. Après, aujourd'hui, il n'y a pas eu, je pense, de demande. C'est plutôt de la mouton gueule de loup bois. Et comme on le disait tout à l'heure, à chaque matériau a son application. Et s'il y a bien effectivement une application où le bois a toute sa place, c'est bien les bâtiments historiques pour la mouton gueule de loup. Oui. Très bien. Alors, je n'ai plus de questions sur le chat. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, il y a une question de Pascal Bonafont à nouveau. Bon, non, stop. Pascal, vous m'entendez? Bon. Alors, une question un peu à l'écart, liée à la dimension culturelle. Il s'agit de tactile. Les maîtres d'ouvrage expriment une sensation de creux, de vide avec le PVC. Y a-t-il des recherches pour améliorer cette sensation tactile? Hakim, vous voulez répondre? Oui, alors la sensation de creux de vide, je n'en comprends pas le sens. Quand on toque peut-être, mais on toque plutôt sur le vitrage que sur le profilé en général. Mais... Au niveau du toucher. Du toucher. Alors, écoutez, au niveau du toucher, nous avons fait un développement chez VK avec la solution spectrale, qui est une solution au contraire qui est très douce au toucher. Parfait. Et écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Nous n'avons plus de questions. Bien entendu, nous pourrons vous envoyer le replay du webinaire. Si vous avez d'autres questions,
Hakim, Ludivine et Pascal seront à votre disposition pour y répondre. Voilà. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Hakim, Ludivine ou Pascal? Alors effectivement, j'enverrai de toute façon la présentation et vous aurez les coordonnées sur cette présentation pour me joindre si vous le souhaitez. Puis de mon côté, je ne manquerai pas de prendre contact avec vous. En tout cas, je suis très content de ce webinaire. Il a été au-delà du temps qui était prévu. Il y a eu de nombreux échanges, ce qui prouve que la fenêtre PVC est une solution qui interpelle les architectes, les économistes, les maîtres d'ouvrage et puis les maîtres d'œuvre. Parfait. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite un bon après-midi et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Merci, au revoir à tous. Merci, bon week-end.